Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode d'Entrepreneurs on a Mission, la série d'Itinéra, qui va à la rencontre des entrepreneurs qui sont engagés dans une démarche durable, des hommes et des femmes pour qui l'engagement collectif passe par leur entreprise. L'objectif de ces conversations est de leur permettre de partager certaines de leurs expériences, questions, enthousiasmes et d'alimenter notre réflexion, qu'elle soit individuelle ou collective et politique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alexis Descamps. Bonjour. Bonjour, qui est fondateur et CIO de Farm, une entreprise active dans la distribution de produits bio. Oui. Alors, vous êtes dans l'actualité depuis quelques jours pour une fusion avec d'autres acteurs du bio qui vous donnent une place importante dans le marché. On en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, est-ce que vous pourriez nous parler de vous, d'où vous venez, qu'avez-vous fait comme études, quel est votre parcours ? Oui, donc je m'appelle Alexis, j'ai 39 ans, 2 enfants, 2 adorables enfants avec ma compagne. D'un point de vue plus professionnel, mon parcours est assez simple, même si je n'étais pas destiné à être entrepreneur, je pense à la base dans mon choix d'études, je suis biologiste. Donc j'ai un parcours formation scientifique que j'ai continué au travers de 4 ans de recherche sous forme d'un doctorat, que je n'ai pas terminé, je ne suis pas docteur, mais j'ai eu la chance de faire cette recherche qui était passionnante intellectuellement, mais très peu ancrée dans le réel. C'était de la recherche fondamentale. Et sur quel sujet ? Alors, c'était lié à la lutte biologique, donc la protection des cultures avec des méthodes biologiques. Donc, c'était un peu connecté et sous-jacent, mais c'était de la recherche purement fondamentale. Donc, c'était vraiment l'étude des cycles de vie des insectes qu'on utilise pour lutter contre la coccinelle et ce genre de choses, vous voyez. Enfin, la coccinelle qu'on utilise pour lutter contre les pucerons et ce genre de choses. Donc, j'étais vraiment dans cette thématique très, très intéressant, mais déconnecté d'une réalité. Je me sentais quand même une âme plus pratico-pratique. J'avais envie d'avoir peut-être, je dirais, un impact ou quelque chose de plus pratique dans ce que je pouvais apporter. Et avec 2 collègues de labo à l'époque, autour des tasses de café, on a un peu refait le monde. Et c'est là qu'on s'est découvert une fibre commune pour l'entrepreneuriat. Et on avait envie, au travers de ce qu'on connaissait dans nos recherches et des liens qu'on avait déjà tissés avec le monde de la production agricole, etc., on avait envie d'apporter un plus dans ce monde agricole bio, parce qu'on le reconnaissait vraiment comme étant un monde beaucoup plus riche en termes de biodiversité, etc., comme c'était vraiment notre background et notre dada. Mais c'était encore un monde qui, fin des années 2000, était encore un peu archaïque, était ouvert à très peu de gens, pas très moderne. Et on avait envie de moderniser à la fois ce qu'on appelait les paniers bio à l'époque, l'accès aux paniers bio, et puis les magasins bio, qui n'étaient pas très modernes à l'époque et peut-être encore trop confidentiels dans le public cible qui était visé. Et donc voilà, on s'est dit on va moderniser ces activités. On s'est lancé en 2009 directement, donc après cette étape académique, à trois copains finalement, en faisant d'un côté des paniers bio en vente en e-commerce en 2009, et cette petite boutique bio qui s'appelait Deux Pies à l'époque, était un petit magasin de 50 mètres carrés. Et c'était une aventure absolument passionnante parce qu'en réalité, on y a découvert ce qu'on ne s'attendait pas à faire. À la base, ce qui nous drivait, c'était l'environnement, l'impact écologique. Et ce qu'on a découvert, c'était l'impact humain. On s'est rendu compte à quel point la clientèle des magasins bio était une clientèle qui ne faisait pas juste des courses alimentaires et pas juste des courses alimentaires pour sa santé, mais il y avait souvent une réflexion sociétale beaucoup plus importante derrière cet acte-là. Et donc, on a beaucoup appris, beaucoup échangé avec nos clients à ce moment-là. Et c'est là qu'a grandi encore plus la passion, au-delà de, finalement, un premier pied dedans pour des raisons écologiques et d'impact écologique. On a découvert une dimension sociétale, globale et humaine passionnante qui nous a donné envie de continuer. Cette qualité de la clientèle, cette caractéristique de la clientèle, est-ce que vous la retrouvez encore dans votre clientèle actuelle, qui est beaucoup plus large ? Oui, alors bien sûr, il y a toujours effectivement cette clientèle-là. Maintenant, c'est sûr que le bio, depuis, s'est démocratisé en termes à la fois un petit peu économiques, mais surtout, je veux dire, en termes culturels, si je veux le dire comme ça. Donc c'est vrai qu'on a une clientèle plus large qui est plus ou moins, je veux dire, engagée dans une démarche sociétale, mais qui l'est en tous les cas un petit peu. Je veux dire, la personne qui vient dans un magasin bio, elle sait ou elle pense qu'elle va de toute façon payer un petit peu plus cher que si elle allait dans le conventionnel. Donc déjà, rien que cette démarche, ça veut dire qu'il y a quelque chose, que je pense que la plupart de nos consommateurs, de nos clients, ont envie de rentrer dans une démarche d'alimentation plus juste, plus durable. Et c'est plus ou moins abouti en fonction des clients, évidemment. On est plus ou moins loin dans cette démarche de transition alimentaire, mais tout le monde est le bienvenu dans le magasin. Et c'est vraiment le but, c'est d'accompagner les gens dans l'approfondissement de cette transition alimentaire et de consommation alimentaire. Vous avez un engagement associatif ou militant de longue date avant Non, pas personnellement. Je ne me considère d'ailleurs pas militant. Nos magasins sont des magasins engagés, on ne dit pas militants. Quelle différence faites-vous ? Pour moi, le militantisme, c'est tenter de...
j'ai un immense respect pour les mouvements militants. Hein. Donc c'est juste que moi, je ne me reconnais pas dans cette façon d'aborder. Pour moi, pour changer le monde, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on essaie de le faire de l'intérieur en changeant petit à petit, soit on essaye de l'extérieur d'aller contrer le modèle et de proposer autre chose. Pour moi, c'est un peu ça le militantisme. C'est un peu dire il y a une autre vérité, il y a autre chose à faire et il faut lutter contre l'existant. Pour moi, c'est un peu ça le militantisme, c'est comme ça que je le définis. Et mon approche, elle est plutôt de l'intérieur, d'essayer de faire évoluer les choses de l'intérieur, en donnant envie aux gens, et plutôt qu'en les culpabilisant, en leur disant qu'ils font mal. C'est plutôt de se dire, bah oui, on est tous là quelque part, on a tous un héritage culturel, on fait tous les choses pas parfaitement sur le plan écologique et social. Il ne faut pas commencer à culpabiliser, à souhaiter, à dire qu'on fait mal. Par contre, il faut essayer de toujours faire mieux, quoi. Voilà. Mais on part de là où on est, quoi. Et vos deux associés, ils étaient dans le même état d'esprit? Je pense qu'on était un peu dans la même vision, effectivement. Et de manière générale, je pense que c'est un peu ce qu'on essaie de faire chez Farm. Ouais. C'est accueillir vraiment les gens à partir de là où ils sont. Du moment qu'ils ont envie de s'engager dans une direction positive, de mieux en mieux, c'est ça qui est important à accompagner. Donc vous avez créé PIS, c'est ça? De PIS, absolument. Ça, c'était en 2009. Et puis en 2011, on a rencontré nos futurs nouveaux associés qui avaient eux aussi un rêve important qui était plutôt lié à la partie logistique, on va dire. Et on s'est rencontrés, nous, sur la partie commerciale et eux sur la partie logistique. Et pendant 2 ans, en fait, on a phosphoré. Donc on s'est retrouvés à 6, en fait, à ce moment-là. On a phosphoré sur comment est-ce qu'on pourrait donner plus d'ampleur à ce mouvement, sachant qu'on ne se destinait pas, mes associés de l'époque et moi, à rester des épiciers bio. C'était passionnant, mais ce n'était pas notre ambition première, je dirais. On avait vraiment envie de donner beaucoup plus, quoi. Et donc voilà, c'était vraiment l'idée de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et c'est là qu'on a eu le souhait d'à la fois créer un modèle d'impact, dans la mission d'entreprise, vraiment d'impact et de sensibiliser le client et de l'amener à cette transition alimentaire 100% bio, vrac, équitable, etc. Mais aussi de le faire dans un modèle de gouvernance plus inclusif, plus partagé. Et c'est là qu'on a eu le souhait de créer cette coopérative, puisque finalement notre forme d'entreprise est une coopérative, où nous inclurions à la fois nos clients, mais aussi nos collaborateurs, les investisseurs, donc nos fameux nouveaux associés qu'on a rencontrés en 2011, les producteurs, etc. Ou des opérationnels? Alors non, eux étaient vraiment une position d'investisseurs. Ils avaient la capacité d'investissement que nous n'avions pas, et nous étions finalement les opérationnels dans le projet. Et vous les avez cherchés ou c'est un concours de circonstances? Non, on s'est rencontrés à la caisse. On s'est rencontrés à la caisse du magasin de Pise, on a sympathisé, puisqu'à l'époque, on avait beaucoup plus de temps pour papoter aussi avec les gens. Et donc, c'était un moment creux, je me souviens, c'était moi à la caisse. Lionel, un client, est venu, on a commencé à papoter, sympathiser, à se rencontrer, qu'on avait des valeurs et des idéaux un peu communs. Et c'est là que pendant 2 ans, je vous dis, on a élaboré le projet ensemble sous cette forme qui est aujourd'hui celle de Farm. Et alors, c'était quel projet en termes de masse? Vous êtes parti de quel objectif minimal pour sauter de votre magasin à autre chose? Oui, donc quelle perspective de croissance aviez-vous? Comment ça s'est passé? Nous, on avait vraiment le sentiment qu'il manquait sur le marché belge une marque, c'est-à-dire un acteur identifié, connu pour une mission d'impact sociétal d'alimentation durable 100% bio. On pense qu'il manquait une chaîne, il manquait un réseau connu. Il y a plein de magasins bio indépendants, etc. Et donc ça déforce un peu dans les yeux du consommateur. Tiens, si j'ai envie de consommer bio et durable, à qui est-ce que je peux faire appel en termes de top of mind? Il n'y avait pas à l'époque de réseau identifié. Donc on avait cette ambition et nous adresser au niveau belge. Donc cette idée de marque. Une marque, c'est ça la force d'une marque. Ouais, c'est bien sûr la force d'une marque. Donc clairement, il y avait de l'ambition derrière. Et on voulait s'adresser au niveau belge. C'était vraiment notre ambition géographique. Et donc ça ne sert à rien d'avoir 2 magasins. Parce qu'avec 2 magasins, on ne sait rien faire. On ne sait pas créer une marque forte. Mais surtout, on ne se donne pas les moyens de nos ambitions. Parce qu'en fait, c'est pas... Je disais toujours, avoir des magasins, ça n'est qu'un moyen pour promouvoir un mode d'agriculture différent, pour promouvoir une chaîne de valeur différente. Et donc, il faut avoir de la capacité, du volume, en fait, tout simplement, pour pouvoir s'engager auprès de producteurs, dans la durée, dans les volumes, dans les spécificités des cahiers des charges. Voilà, ça, c'est la force qu'offre on dit souvent le pouvoir d'achat de la grande distribution, c'est mal, parce que c'est juste pour écraser les producteurs, mais il y a bien d'autres vertus à avoir un pouvoir d'achat. Il y a orienter le cahier des charges des produits qu'on a envie d'avoir. Et le seuil, au terme de votre réflexion, vous l'avez défini à combien de magasins? Alors, c'est très empirique. C'est très empirique parce qu'on a commencé très très tôt plein de projets. Quand je dis très tôt, on n'avait même pas 10 magasins qu'on commençait déjà à mettre sur pied des filières. C'est-à-dire vraiment des partenariats main dans la main avec des producteurs typiquement de porc, pour jusqu'à la transformation, la mise en barquette, ce genre de choses chez nous, dédicacées à nos magasins. Mais c'était clairement trop petit. Je peux le dire après coup, c'est trop petit, à la fois pour être un vrai soutien pour le monde de la production, et puis avoir aussi quelque chose qui peut assumer une chaîne logistique optimale sur 10 magasins, c'est pas faire grand-chose. Et en faut combien? Donc 10, c'est trop petit. Aujourd'hui, on en a 17, c'est encore trop petit. Voilà, donc maintenant, avec la fusion... D'où la fusion, c'est ça le notamment, sens de la fusion. Absolument, tout à fait.
fait, c'est se donner les moyens de nos ambitions, tout simplement. Et donc la fusion permet non pas d'absorber, mais de vous mettre avec un réseau existant du côté flamand, c'est bien absolument, ça. Et aussi et vous mettre en cheville avec notre propre plateforme logistique. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc vous allez arriver à une trentaine de magasins. Est-ce que ça, c'est un seuil qui permet d'avoir la masse pour avoir l'impact en amont et puis en aval en théorie? De nouveau, je crois que ce qu'il faut voir, c'est avec qui on côtoie de part et d'autre de notre marché. D'un côté, on a la grande distribution qui est éminemment plus puissante et visible et présente. Je veux dire, l'impact de la grande distribution sur le consommateur belge est bien plus grand. 80% des consommateurs belges vont en grande distribution. Vous et moi, tous les Belges y vont. On a tous, c'est le modèle classique, je veux dire, de faire ces achats. Donc, et à côté de ça, il y a tous les tout petits réseaux indépendants. J'aime beaucoup cette statistique sur 100% de marché bio. Hein. Le marché bio, c'est une tarte. Hein. Il y a plus de 50% de ce marché-là qui est dans les mains de 8 grands acteurs de grande distribution. Aldi, Lidl, Colruyt, les Mousquetaires, Delhaize, Ahold, Carrefour, enfin on les connaît tous. Il y en a 8 qui se partagent plus de 50%. Et les autres 50%? Et à côté de ça, il y a plus de 500 magasins, enfin 500 acteurs indépendants, dont seulement 19 chaînes qui ont plus de 3 magasins en bio. Donc vous voyez, il y a 500 magasins bio indépendants qui ne travaillent pas ensemble, qui se partagent 25%. Donc je veux dire, voilà, on a face à nous des acteurs qui sont hyper puissants. Et le problème de ça, c'est qu'ils risquent de donner le là demain. C'est quoi le bio? Ça risque d'être, le standard du bio risque d'être dicté par la grande distribution. Et c'est face à ça qu'on a toujours voulu être une alternative à la grande dis pour pouvoir faire qu'un autre bio émerge, qu'un bio plus global, plus holistique puisse avoir une place sur le marché. Est-ce que c'est aussi, parce que c'est une critique qui est souvent faite à la grande distribution, est-ce que c'est aussi un bio plus local? Parce qu'on peut s'interroger, voire franchement critiquer la cohérence de produits bio qui viennent en avion d'Espagne, par exemple. Absolument. Alors, c'est clair, en fait, c'est pour ça d'ailleurs dans le petit teaser, j'ai dit la bio. Alors qu'on dit le bio, on dit le label bio. Nous, on distingue le label bio, qui est un cahier des charges techniques qui est normalisé sur le plan juridique. Et puis, il y a la bio, qui est la philosophie, et qui inclut bien d'autres paramètres qui ne sont pas captables d'un point de vue juridique par un cahier des charges. Oui. Typiquement, il n'y a pas la notion d'origine géographique dans un label bio. Ça n'intervient pas. Or, évidemment, c'est fondamental. Il y a la notion du packaging, il y a la notion du juste prix, il y a la notion de la longueur de la chaîne ou pas. Vous voyez, donc de la transparence de tout. Enfin, donc il y a énormément d'autres caractéristiques qui ne sont pas capturées par le label bio, mais que nous voulons mettre en avant effectivement dans notre démarche commerciale. Et donc, pour nous, le bio, c'est simple. Le label bio, c'est un moyen nécessaire, mais pas suffisant. C'est le critère de base de tous nos produits, mais il en faut bien d'autres. Alors, quels sont les éléments clés, les critères spécifiques qui vous sont propres et qui sont plus exigeants peut-être que le niveau de base? Alors, pour formaliser ça, on a une charte produit chez nous, avec un certain nombre de critères qui sont les critères, je dirais, exclusifs, durs. S'ils ne sont pas respectés, ils n'ont pas le droit de citer sur nos rayons. Et puis, il y a des critères plutôt soft, des engagements. Et on les a formalisés sous forme de ce qu'on appelle chez nous un pharmoscope. C'est notre Nutri-Score à nous, mais pas sous les aspects de nutrition, mais de durabilité, et on a mis 11 critères. Mais en gros, ces critères, c'est, alors, est-ce que c'est bio ou pas bio? Donc forcément, c'est bio par définition. On n'a pas de marques qui sont détenues par des entreprises cotées en bourse. C'est très spécifique, mais pour nous, c'est très important d'avoir des entreprises familiales, indépendantes, de promouvoir des produits qui sont issus de ces genres d'entreprises-là, dont le capital est pas géré par finalement un marché financier. Nous favorisons les produits en vrac, voire avec des packaging qui sont recyclables ou recyclés. L'origine géographique, évidemment, tout ce qui est local, en tout cas minimum belge, est clairement plébiscité. Mais belge, ça doit être la production, la transformation, et ça peut être juste l'entreprise, mais ça a beaucoup moins de poids. Une entreprise dont le siège social est en Belgique, mais en fait qui est un étiqueteur, ça a moins d'importance pour nous. Mais en tout cas, on a quand même envie de promouvoir notre territoire, notre économie locale, notre économie belge. Il y a la notion de juste prix, qui est très importante. Tous les labels complémentaires, Demeter, Nature et Progrès, enfin tous ces critères supplémentaires viennent donner un score à tous nos produits, et qu'on a envie de pouvoir témoigner auprès de nos clients quel est le score d'impact, même si ce n'est pas une échelle, c'est un score d'impact que les produits ont, et on a envie de promouvoir ceux qui ont le plus gros score au sein de nos rayons. Voilà. Est-ce que vous avez calculé le surcoût d'un produit qui a le meilleur score dans votre grille par rapport à un produit bio standard? Oui, alors justement, on n'a pas calculé le surcoût, mais nos campagnes, en fait, on fait des campagnes comparatives. On essaie de montrer que justement, on fait notre produit de base qui a 2 points, donc bio et qui appartient à une entreprise familiale indépendante, il a 2 points. S'il n'y a pas d'autres critères, il n'en a que 2. On montre un produit intermédiaire et puis on montre le même, mais également en vrac et tout ça, qui cumule tous les points. Et on arrive à montrer qu'en fait, il n'y a pas forcément un surcoût, voire même parfois c'est le même prix, puisque souvent c'est en vrac. Et souvent, ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre. Voilà, et parfois, les produits en vrac, pas toujours, mais sont moins chers. Donc on arrive même à avoir des produits qui ont beaucoup plus d'impact et qui ne sont pas plus chers. Okay. C'est ça l'objectif de ces campagnes de mise en avant et de promotion des produits très impactants. Donc
ce niveau d'exigence, pourrait-on dire, c'est une de vos caractéristiques. Ouais. Qu'est-ce que vous mettriez en avant comme autre caractéristique ou particularité de votre démarche et de votre entreprise ? Je dirais qu'on a toujours souhaité, alors ce n'est pas propre à notre entreprise, mais dans l'esprit, alors on a un statut coopératif, mais on a surtout une philosophie plutôt coopérative. Je veux dire, c'est clair qu'au-delà du projet de l'entreprise, de ce que l'on fait, on essaie de le faire de manière inclusive et participative. Et donc on a un mode de gestion, je dirais, managérial qui est pas, c'est pas du top-down, c'est pas moi qui décide toute la journée. Clairement, on a des comités transversaux, j'aime bien le dire, mais on a un comité gérant. Donc tous les gérants de nos magasins se réunissent tous les 15 jours pour discuter des problématiques qu'ils ont entre eux. Donc les magasins ne fonctionnent pas en silos séparés. Au contraire, il y a une vraie collaboration. Nos franchisés, nous, on ne demande qu'une chose, c'est que toutes les données de tous les franchisés soient partagées avec tout le monde. Tant mieux. Je veux dire, on crée finalement ensemble une intelligence partagée qui nous permet d'aborder ensemble le marché avec une vision commune, plutôt que d'avoir des franchisés qui gèrent un peu leurs popotes chacun dans leur coin. Donc on essaie à plein niveau de favoriser cette coopération transversale au niveau opérationnel, et ça se traduit aussi par un statut coopératif de l'entreprise, même si là on avait une utopie de départ qui n'a pas vraiment rencontré son succès comme on l'avait imaginé au départ, puisque comme je l'ai expliqué, on a essayé qu'il y ait également les investisseurs, les producteurs, les collaborateurs, managers et franchisés autour de la table, avec le même niveau de pouvoir au niveau de la gestion stratégique, mais ça ne s'avère pas toujours très efficient. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui a été difficile sur ce plan-là ? Parce que c'est une difficulté que rencontrent beaucoup de coopératives. Oui, tout à fait. Alors, c'est une difficulté. Alors, ça n'a pas été longtemps. Ça n'a pas été une difficulté pendant longtemps. Par contre, là où ça devient problématique, c'est que, comme vous l'avez compris, on était un projet qui est ambitieux depuis le départ. Et nous n'avions pas imaginé l'intensité capitalistique que ça demanderait. Aujourd'hui, à dire, c'est une évidence. Mais à l'époque, pas tant que ça. On ne pensait pas qu'on allait devoir lever autant de fonds. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que nous, notre rêve, c'était de lever des fonds auprès de toutes ces parties prenantes différentes pour qu'on puisse avoir finalement une participation équitable. Et qui dit investissement de chacun, dit aussi prise de responsabilité. Tout le monde n'a pas la même capacité de tout le monde n'a pas la même capacité, et surtout tout le monde n'a pas les mêmes envies. Ouais. Quand on s'est adressé à nos producteurs, dire, est-ce que ça vous dit d'investir dans Farm ? Super idée, Alexis, mais en fait, si on fait ça, tous nos autres clients vont croire qu'on te soutient toi et pas les autres. Oui. Donc non. Donc voilà. Les clients, ils sont intéressés, mais pas plus que ça, en réalité. Ils sont intéressés de faire partie d'un mouvement, d'une communauté, mais ils ne sont pas forcément intéressés à se mouiller sur le plan financier, je comprends parfaitement, ils ne sont pas aux commandes, et puis ils ne sont pas forcément intéressés à exercer un rôle aussi de pouvoir. Enfin, ça demande de l'investissement en temps et personnel. Donc en fait, on a été confrontés à des choses qui sont assez évidentes aujourd'hui, mais c'était ce décalage entre le besoin de financement important et finalement la possibilité pour chacune des catégories d'y participer. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? C'est que la majorité de ce capital aujourd'hui, en termes de montant, est détenu par une dizaine de coopérateurs investisseurs. Et à un moment donné, et ça s'est vu dans la fusion ici, à un moment donné, on s'est rendu compte que si on voulait encore avoir plus de capitaux, on ne pouvait pas laisser le contrôle dans 100% des mains des 500 autres coopérateurs. Il fallait quand même qu'on puisse exercer un certain pouvoir, un certain contrôle du conseil d'administration pour piloter l'entreprise stratégiquement avec suffisamment d'agilité. Parce que finalement, c'est à ça qu'on revient. C'est si on partage beaucoup le pouvoir dans les organes stratégiques, est-ce qu'on arrive à avoir suffisamment d'agilité aussi par rapport aux enjeux de marché ? Et c'est encore plus accentué aujourd'hui avec un marché bio qui est en pleine effervescence et en plein questionnement, quoi. Vous avez trouvé un équilibre entre un homme, une voix de la coopérative pure et dure et un euro, une voix de l'entreprise tout à fait classique. Oui. Alors, on a toujours été d'ailleurs critiqué pour ça, parce qu'on était une coopérative, pour moi, qui faisait un peu on était une hybride entre les deux, justement. Puisqu'on n'a jamais été un homme, une voix, jamais. Ouais. Mais on avait quand même un conseil d'administration où, même si le capital était détenu par les investisseurs, ils étaient eux-mêmes dilués en proportion dans le CA. Pour le dire simplement, la moitié de nos administrateurs étaient investisseurs et l'autre moitié clients, managers, etc. Donc, alors qu'ils avaient 95% du capital, ils n'avaient que 50% des voix au CA. C'est quand même fort. Oui. Et ça, vous avez gardé ou pas ? Alors ça, on a dû changer. Ça, on a dû changer là récemment, dans le cadre notamment de la fusion, parce qu'en fait, on ne peut plus se permettre, à un moment donné, il faut se rendre compte, je donne cet exemple parce qu'il est assez vrai, mais moi, je suis seul dans ma catégorie de manager. C'est un peu des raisons historiques. Quand on a créé la coopérative, nous, en tant qu'opérationnels, on n'avait pas les capacités d'investir. Donc, on avait une catégorie pour nous. Super. Je suis tout seul. Ça veut dire que j'ai droit de vie ou de mort sur les changements statutaires tout seul. Mais ce n'est pas logique que j'ai un droit de veto. Enfin, à un moment donné, je suis ravi qu'on me le donne, mais ce n'est pas logique, en fait. Et c'est comme ça pour plein d'autres exemples. À un moment donné, on a un droit de veto. Et un droit de veto, c'est dangereux. Alors, je ne vais pas faire des comparaisons un peu malencontreuses sur l'actualité aujourd'hui, mais c'est vrai, des droits de veto, ça peut être une arme à double tranchant. Ouais. Et on a voulu éviter ça. Et maintenant, on est revenu sur un système de gouvernance plus classique, avec un capital néanmoins ouvert. C'est-à-dire que tout un chacun peut
investir dans la société, avoir un droit de regard, avoir accès aux assemblées générales, aux comptes, aux discussions stratégiques, etc. et ce genre de choses. Mais c'est donc une garantie de transparence et un moyen d'être membre d'un certain mouvement auquel on adhère. Mais ça, c'est une transparence qu'on a dans toutes les entreprises, non? Je vous invite à prendre des participations à l'entreprise des bureaux d'à côté. Je ne suis pas certain qu'on vous dira venez, vous êtes bienvenus dans le capital. Dans toutes les SA, en tout cas. Dans toutes les SA, vous ne pouvez pas rentrer dans toutes les SA comme ça, je pense. Dès lors qu'on y est rentré, il y a la transparence. Ah oui, dès lors qu'on est rentré. Oui. Mais la plupart des entreprises sont fermées. Et la vôtre est ouverte? Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez acheter une part en capital demain. N'importe qui peut acheter une part du capital de Farm et donc avoir accès à cette fameuse transparence, les informations que n'ont pas les clients en tant que simple consommateur, si je veux le dire. Donc n'importe qui peut acheter une part n'importe quand? N'importe qui peut acheter une part n'importe quand. D'accord. Tout à fait. De quoi êtes-vous fier comme entreprise? Là, vous l'avez esquissé, donc 17 magasins, 40 millions de chiffres, une ouverture aujourd'hui. Quand vous regardez votre parcours, qu'est-ce qui vous paraît remarquable et pouvoir être partagé avec d'autres peut-être en termes d'innovation, en termes de type de pratique, je ne sais pas. Ce dont je suis le plus fier, c'est... Et qui peut être partagé, peut-être. Oui. Je suis fier de plein de choses, mais ce qui, moi, me rend le plus fier, c'est de voir à quel point la mission qu'on a est partagée au travers de toute l'entreprise. Les valeurs, les missions sont vraiment vécues comme telles, quoi. C'est pas juste une boîte où on vient... Alors, bien sûr, on vient tous avec un besoin de se nourrir, hein, donc avoir un salaire, etc. Mais il y a vraiment un truc qui attire les gens, quoi. Et ça, je crois que c'est dû au fait qu'on a toujours été transparent et clair sur le projet de l'entreprise et la mission. Et ça, pour moi, c'est le principal apprentissage. C'est à quel point c'est important d'avoir un projet, une mission claire, quelle qu'elle soit. Je porte de jugement sur aucun projet. Mais en tout cas, je pense que c'est hyper important pour que les gens comprennent, en fait, toutes les décisions qui sont prises, et puis éventuellement d'ailleurs y participer, puisqu'ils sont eux-mêmes très informés sur l'état de l'entreprise. Donc ça, pour moi, c'est la principale fierté. C'est pas l'innovation, c'est vraiment très très bateau. Et je rajouterais aussi que j'ai découvert à quel point la transparence est source de construction collective, d'adhésion, de confiance, etc. Et donc, en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, parfois on a l'impression que la transparence, on va être critiqué, ou que c'est dangereux. Hein. Dire son salaire en tant que dirigeant, c'est un exercice, c'est pas forcément évident. Ça crée de la confiance, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner sa vie, on peut bien gagner sa vie. Mais ça crée une vraie confiance d'être très transparent. Et donc, la mission et la transparence, pour moi, c'est deux clés très importantes. Sur le plan plus pratique par rapport à l'objet de l'entreprise en tant que tel, je suis heureux j'ai l'impression qu'on arrive tout doucement, effectivement, qu'on arrive à aller vers là où on voulait aller, c'est-à-dire finalement être un projet durable sur le plan sociétal, mais aussi sur le plan économique, et d'être une entreprise qui est, j'espère, reconnue par ses clients comme étant justement autre chose que simplement des magasins bio. Des magasins bio plus engagés, chez qui ils viennent parce que justement, on essaie d'aller un cran plus loin et de faire évoluer la société avec un grand S, mais comme plein d'autres acteurs, dans une direction qui est peut-être un peu plus celle à laquelle on aspire à l'avenir. Voilà. Et si on continue à réfléchir en termes de partage, mais en prenant un autre point de vue, est-ce qu'il y a des échecs que vous avez eus au fil des ans, dont vous avez retiré des enseignements qui eux aussi peuvent être partagés? Des échecs, oui, il y en a eu un paquet. Lesquels mériteraient d'être partagés? Parce que vous y avez appris quelque chose d'important? Oui. Évidemment, il y a des échecs humains, c'est-à-dire finalement par exemple, un de mes associés, de départ, on ne travaille plus ensemble. Voilà, c'est des petites choses, mais c'est toujours des blessures, je trouve. C'est toujours des choses qui... Voilà, c'est jamais des choses faciles, parce que c'est toujours un échec pour moi. C'est toujours un échec, on n'a pas réussi à trouver finalement une façon chacun trouve sa place. Voilà, ça pour moi, c'est un échec important. Je regrette également une chose, c'est que... on a un projet engagé, on a des vraies valeurs, on a un vrai... on fait ça avec le cœur, j'ai envie de dire, avec la passion, et pas pour le profit. Alors, on veut tous gagner sa vie, mais on ne sait pas ce qui nous drive au quotidien. Quand je dis nous, c'est moi, c'est toutes les équipes. Et pourtant, j'ai l'impression que, effectivement, par toute une frange de la population qui est militante, très engagée, bien plus que Farm d'ailleurs, je veux dire, on n'est pas reconnu comme tel. Et en fait, je trouve ça dommage, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait se renforcer mutuellement. Je dis toujours à mes collègues, nous, si le monde entier faisait ses courses chez Farm demain, on ne serait pas sauvés. On serait clairement un cran plus loin que si tout le monde allait chez Carrefour. Mais ce serait encore mieux si demain tout le monde faisait son potager, allait en direct chez le producteur, faisait ses courses dans les gazapes, ce genre de choses. Donc moi, j'ai envie de plébisciter les autres canaux qui sont encore plus militants, encore plus engagés. Je pense que c'est là aussi où il y a le secret du futur. Mais je trouve que pour y arriver, on devrait se donner la main avec ces canaux-là. Et le risque, c'est que c'est pas ce qui se passe. Je trouve qu'on...
dans notre milieu, dans notre secteur, on est un petit peu trop à se critiquer, alors qu'en fait, on oublie que derrière, c'est la grande distribution qui en fait, va ramasser les miettes si on ne s'entend pas. Et je trouve qu'on a des ponts à créer et je n'ai pas encore réussi à comment le faire. Est-ce que c'est parce qu'on est une entreprise, c'est-à-dire qui est basée sur un mécanisme capitalistique, je veux dire, et économique, par rapport à ce qui est plutôt associatif? Est-ce que c'est ça le problème? Je m'interroge. Ça, pour moi, c'est un échec. On va y revenir, mais pas à l'échec, mais à cette question-là. Ouais. Mais avant, vous évoquez cette idée d'avoir des places, chacun à sa place. Ouais. La question va se poser maintenant dans le cadre de la fusion. Comment est-ce que vous pensez que vous pouvez trouver votre place ou avoir votre place spécifique, et est-ce que vous vous donnez des balises pour que cette place soit cohérente avec votre chemin? Ouais. Vous allez être un petit dans un grand morceau, comment ne pas perdre son âme? Donc dans le groupe, vous voulez dire, hein? Oui, tout à fait. Mais en fait, je veux dire, ça faisait 1 an qu'on discutait. Mm-hmm. Donc pendant 1 an, on a eu de cesse les premiers mois de ne parler que valeur, impact, objectif. Ça a été notre seule et unique discussion. Oui, mais une chose est de parler, une chose est d'avoir des indicateurs, éventuellement des mécanismes d'alerte. Il n'y a rien à faire. Tout passe par l'humain au départ. Mm-hmm. Tout passe par l'humain. Et on s'est très vite rendu compte qu'il y avait un match total, malgré les a priori, malgré au départ on s'est dit, bon, est-ce que effectivement la taille, les pays différents, les cultures différentes, est-ce que finalement ça va matcher ou pas? Et donc on a vraiment eu de cesse de discuter valeur, impact, objectif, mais KPI, objectif d'impact. Je veux dire. Vous avez ça déjà? Oui, on a clairement dit. Et alors, si vous les regardez, aujourd'hui ils ne sont pas encore publiés, mais c'est les mêmes que Farm quasiment. Donc le groupe s'est doté des couleurs de Farm, c'est doté des objectifs d'impact en bonne partie de Farm, parce qu'en fait, ils avaient les mêmes objectifs. C'est ça qui est assez magique et qui a fait que ça se fait de manière extrêmement, souple, ou en tout cas facile, de manière très, très, très facile. En plus, ce qui est génial, c'est que comme c'est une fusion, donc notre actionnariat est dans la continuité, est devenu actionnaire également du groupe, et en plus de ça, malgré le fait qu'on soit beaucoup plus petit, tous les membres initiaux historiques de Farm ont de la place dans les différents organes de gestion du groupe. J'ai moi-même intégré le comité de direction du groupe, alors que j'ai rien demandé. C'était pas une négociation, c'était juste, ça a du sens. Faisons-le ensemble. Donc, c'est toutes des choses où on remarque qu'il y a une envie conjointe de créer ensemble quelque chose de commun. Et c'est pas une acquisition et on va transformer, et on va bouffer le peut-être. Pas du tout. On veut s'apporter mutuellement le meilleur et apporter de la synergie pour que le monde 100% bio et plus que bio puisse finalement se déployer bien plus que ce qu'il n'est aujourd'hui. Donc voilà, on a de la place à plusieurs endroits, on voit qu'il y a une communauté de valeurs et d'objectifs. Quoi de mieux, j'ai envie de dire. Allons-y. Voilà. Bon, on arrive, à la fois le temps avance, mais on arrive aussi avec cette question-là sur le terrain politique, sur le collectif. Vous évoquiez finalement la difficulté de mutualiser, ou en tout cas d'avoir peut-être certaines alliances entre acteurs partageant une perspective, mais ne partageant peut-être pas les mêmes expériences, les mêmes structures. Est-ce que vous travaillez à ça? Est-ce que vous attaquez cette question-là? Je ne sais pas, en étant dans des fédérations, dans des réseaux. Oui. Alors, et si oui, comment? Oui, alors de mon côté, moi, au-delà de cette fusion qu'on a opérée, ça fait des années en fait que je suis plutôt dans la rencontre des confrères, ce genre de choses, pour essayer de créer quelque chose ensemble. On a été membre de IFOAM, qui est finalement la fédération du bio mondiale, mais surtout européenne, dans la branche européenne. Donc moi, j'ai été pas mal actif dans ces groupes-là. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc moi, je me suis retiré pour l'instant parce que j'ai juste plus de capacité. Mais oui, clairement, le but, ça a toujours été de fédérer, que ce soit un national ou même en international. Et quand je dis fédérer, c'est parler d'une voix, c'est un plaidoyer commun. C'est pas forcément uniquement opérationnel. Ça peut clairement être sur un message, un plaidoyer. Pour moi, c'est très important. C'est quoi les magasins bio? C'est quoi la bio? C'est quoi par rapport à ce que le conventionnel ferait avec le bio, plutôt de manière opportuniste, ce genre de choses. Donc oui, c'est quelque chose qui est, je pense, très important. Aujourd'hui, on est sur des questions plus pragmatiques de comment on structure le marché du bio, parce que je rappelle, on pense qu'on est grand, maintenant le groupe, on pense qu'on est grand, mais quand on regarde le facteur de taille par rapport à nos copains de la grande 10, je veux dire, c'est pas 1 à 5, quoi. C'est 1 à 100. Donc, on est encore des tout petits poussets. Et si on veut réaliser nos objectifs, notre mission d'impact, on doit grandir pour se doter des moyens qu'on veut avoir. Alors vous avez utilisé le terme plaidoyer.
au départ des échanges que vous avez eus, de l'observation que vous avez faite et aussi de votre expérience de terrain, quelles seraient les questions ou les interpellations que vous voudriez adresser aux politiques ? Oui. C'est une vraie bonne question, parce que je sais à quel point ça va être dur d'être politicien aujourd'hui et de pouvoir faire changer les choses, hein, c'est vrai. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des grandes ambitions au niveau de l'Europe pour le bio, des grandes ambitions. Je pense qu'il ne faudrait pas que ça ne bénéficie que à la grande lisse. Ou aux gros producteurs. Ou aux gros producteurs. Un peu comme la PAC, qui est souvent critiquée parce qu'elle a plutôt pour vertu de favoriser les gros acteurs. Donc je pense qu'il faut se méfier effectivement de conserver une diversité d'acteurs dans la distribution et dans la production du bio, et donc d'avoir finalement des manières de traduire ces ambitions que l'Europe a dans des politiques de promotion d'une diversité d'acteurs. Est-ce que vous voyez des leviers ou des obstacles à l'existence de cette diversité ? Franchement, je n'ai pas de réponse. Par contre, je pense aussi spécifiquement, peu importe, donc au-delà du fait de pouvoir ne pas bénéficier qu'aux gros acteurs, je pense qu'il y a aussi un enjeu, c'est que le bio, ça reste toujours très très cher aujourd'hui. Et ça reste très très cher pour différentes raisons. D'abord, il y a intrinsèquement dans les modes de production, il y a effectivement des surcoûts, mais je pense que ça vaut donc la peine d'investir dans la recherche, dans l'optimisation, et aussi, pardonnez-moi, je pense aussi, c'est un gros mot dans le secteur, mais il faut le dire, dans de l'industrialisation malgré tout, de la chaîne de transformation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut quand même des process optimisés en termes de transformation. On ne peut pas tout faire en bio, uniquement sur les micro-surfaces, dans des micro-quantités. Parce qu'en fait, sinon, on cantonne le bio à ceux qui ont de l'argent et qui sont OK de dépenser un excédent d'argent. Voilà. Mais je pense que la majorité de la population, aujourd'hui, elle compte ses sous en fin de mois. Et il ne faut pas tomber dans une guerre des prix. Ce n'est pas du tout mon propos. C'est qu'il faut vendre le bio le plus engagé, en vrac, local, mais au meilleur prix. Et il y a, dans toute la chaîne de valeur des produits bio, il y a beaucoup de dépenses inutiles, que ce soit de la non-optimisation logistique ou même des transformations à trop petite échelle. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire une multinationale avec des usines qui vont délivrer le monde entier, mais si au moins déjà on pouvait avoir des tailles de petites industries qui peuvent transformer des produits à l'échelle du marché belge, voire Benelux, des tailles raisonnables, où on a encore finalement des entreprises qui restent sur nos territoires, avec une fiscalité sur nos territoires, je pense que là on aurait des jolies choses à faire. Donc des capacités d'investissement et de soutien pour le développement, pour moi, des filières bio, de taille moyenne, voire un peu plus grande, pour aider à l'accessibilité du bio. Et alors évidemment, on a tout ça sur le bout des lèvres, mais comment est-ce que l'Europe peut également, l'Europe ou la Belgique ou n'importe quoi, peut avoir des politiques incitatives à la consommation bio ? Par exemple, typiquement, le rêve qu'on a tous, c'est une diminution de la TVA sur les produits bio. On sait que c'est éminemment compliqué, mais si on pouvait passer de 21 à 6%, déjà on réduirait le gap de 15%. Entre le conventionnel, qu'on sait trop peu cher, qu'on sait délétère pour la santé, pour les sols, pour tout, au profit de la promotion de ces produits bio. Voilà. Très clair, merci. Je vous en prie. Dernière question peut-être, plus à titre personnel. L'entreprise, c'est un chemin, c'est une expérience. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de toutes ces années d'entreprise ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce qui vous a transformé comme personne ? J'ai franchement appris à être plus humble, plus humain. Alors c'est pas humble de dire ça, mais je pense qu'en fait c'est un peu vrai, parce que je me suis rendu compte à quel point en tant qu'individu on n'a pas la vérité unique, quoi. À quel point il y a une pluralité d'opinions et que tous se valent. Enfin moi c'est juste, alors on se rend peut-être compte pas qu'au travers de l'entreprise, mais en tout cas moi l'entreprise m'a appris ça, c'est à quel point il y a une multiplicité d'opinions qui se valent tous, et la beauté c'est de faire converger ça dans quelque chose de positif pour tout le monde, quoi. Voilà. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour conclure ? Non, je vous remercie et vive la bio. Voilà. Eh bien, voilà. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt.